Moscou est assiégé par les forces de l'ordre. Les services secrets ont coupé les citoyens du monde et ont réduit la ville au silence. Zelensky a décrété un défilé de la victoire sur la place rouge. Trump a sauvé le défilé de Poutine et a annoncé un échange massif de prisonniers, mais les Russes ne sont pas ravis. Un singe est devenu le visage de la fête à Novosibirsk. On félicite les Russes avec des slogans nazis. De l'autre côté de l'océan, ça bouge aussi. Un Donald en or y a fait son apparition. Un avion forteresse survole Kiev et Azov retourne à sa base. À Mariupol, tout cela et bien plus dans cette édition de Nouvelles d'aujourd'hui. Je vous raconte tout dès que vous aurez liké cette vidéo. Ils ont hâté ce jour autant qu'ils le pouvaient. Le président Zelensky a autorisé par décret la tenue d'un défilé sur la place rouge. Rappelons que la veille, Donald Trump, depuis Washington, a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours entre la Russie et l'Ukraine. Sur ses réseaux sociaux, le président américain a souligné que la demande de trêve était son initiative personnelle. Donald a rappelé aux Russes que les Ukrainiens ont joué un rôle immense et crucial durant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, l'administration américaine a sauvé le défilé de Poutine. La trêve doit prendre fin le 11 mai et les parties doivent procéder à un échange de prisonniers, mais 1000 contre 1000. Des sources à Kiev ont rappelé à Moscou que le décret du président Zelensky ne concerne que le périmètre de la place rouge. Et durant cette période, les forces de défense agiront de manière symétrique. Si les Russes rompent leurs paroles et lancent des drones ou des missiles, ils recevront une réponse. Une vague de critiques a déferlé sur les réseaux sociaux des partisans russes de la guerre. Des va-t-en-guerre enragés ont traité Poutine de honte pour la Russie et ont même appelé à sa démission. Ils n'ont apprécié ni l'annonce de la trêve, ni la perspective de voir 1000 prisonniers russes rentrer au bercail. Le porte-parole du dictateur, Dmitri Peskov, a dû lui aussi rougir et se défiler. Ce menteur professionnel, les yeux baissés, a commenté ainsi l'autorisation de Zelensky. Ouais, pour le défilé. Devons-nous commenter leur autorisation ? Bien sûr que non. Nous n'avons besoin d'aucune autorisation, mais... Eh bien, malheur à celui qui tente de se moquer du jour de la victoire. La folie de la victoire s'empare de la Russie. Pendant que l'homme du bunker fête le 9 mai sur la place rouge avec l'aval de Volodymyr Zelensky, le reste de la Russie est submergé par des bévues et, par endroits, un discrédit flagrant envers les anciens. D'abord, on voit partout en Russie des bourdes typiques sur les affiches. Au lieu des troupes soviétiques, on met sur les bannières des photos d'Américains hissant le drapeau sur Iwo Jima, ou même des nazis lançant des grenades vers l'armée rouge. Dans la capitale culturelle de la Russie, on a décidé de voir les choses en grand. Et au lieu de simples affiches de nazis, on a ouvert une exposition au manège dont le clou est une citation de l'officier SS Otto Skorzeny. Les partisans de la guerre ont aimé voir comment un nazi de la Seconde Guerre mondiale assimilait les Russes aux hitlériens. Et maintenant, ces mots sur les Russes courageux et ingénieux côtoient les citations du maréchal Zhukov, du commandant Rokossovski et du général Kutuzov. Dans la région d'Arkhangelsk, les membres locaux de Russie unie, méprisant les vétérans, ont affiché pour le 9 mai leur tronche qu'ils aiment tant. Mais c'est sans doute Novosibirsk qui s'est distingué par le panneau publicitaire le plus original et insolite. Là-bas, c'est un orang-outan qui souhaite une bonne fête de la victoire aux Russes. Cette affiche avec le singe a été conçue par le zoo local. Face à l'indignation des habitants, la mairie a fini par retirer les affiches. Mais les internautes, eux, ne s'arrêtent plus. Des dizaines de mèmes sur le thème des orang-outans soldats ont envahi la toile. D'ailleurs, en parlant du web, alors que Moscou subit un blocus numérique et que les forces de Poutine coupent les communications, la terreur de l'internet russe, Mizulina annonce un défilé de la victoire dans le jeu pour enfants Roblox, pourtant interdit en Russie. Et à Krasnodar, pour le 9 mai, on a lancé un soi-disant tramway de la victoire avec un char en carton marqué à Berlin. Un trou record dans le budget russe. Ni la guerre au Moyen-Orient, ni la hausse des revenus pétroliers n'ont aidé. Fin avril, le déficit budgétaire russe a bondi d'1,3 billion pour atteindre le record de 5,9 billions de roubles, soit 2,5% du PIB. Résultat, ce trou dépasse non seulement le plan annuel de 3,8 billions, mais en 4 mois de 2026, il bat déjà le record de 2025 qui était de 5,6 billions. Les revenus pétroliers et gaziers ont pourtant bien augmenté en avril. Mais cela ne suffit pas, car les dépenses explosent encore plus vite. Ce sont elles qui coulent littéralement le budget russe. Pourtant, on peut encore devenir millionnaire dans la Russie d'aujourd'hui. Voici la méthode d'un habitant de la région de Bryansk.
Il ramasse les drones abattus pour les revendre à la ferraille. Grâce à ce simple procédé, cet homme a déjà gagné près d'1 million de roubles. Il y a toutefois un bémol à cette activité. Il faut vivre près de la frontière ukrainienne, bien connaître le terrain et être très réactif pour récupérer le butin. Car selon les réseaux sociaux russes, ce business est devenu extrêmement populaire parmi les locaux. Mais comme le disent les Russes eux-mêmes, ce commerce n'est pas prêt de s'arrêter, contrairement à d'autres. Au contraire, les perspectives de croissance sont réelles. Si l'on en croit la défense russe, plus de 200 drones ont été abattus à la frontière ces 2 derniers jours. Pendant ce temps, le Kremlin s'est de fait retiré des négociations de paix, montrant ainsi qu'il ne cherche pas à arrêter la guerre. Nous verrons la suite dans notre prochain reportage. Les Russes se lavent les mains du processus de négociation. Le Kremlin ne fait même plus semblant de vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Tout le monde comprend bien, y compris les négociateurs ukrainiens eux-mêmes, que Kiev n'a désormais plus qu'un seul pas, mais un pas vraiment sérieux et important à franchir pour que, tout d'abord, les combats cessent complètement. Et ensuite, que puissent enfin s'ouvrir de véritables perspectives de discussions sérieuses en vue d'un règlement durable et stable à long terme. Tout le monde le comprend, donc maintenant, honnêtement, essayer de se convaincre mutuellement est en grande partie une perte de temps. Les analystes en Ukraine soulignent que pour Moscou, sortir du processus de négociation est facile, car en réalité, elle n'y est même jamais entrée. Tous ces mois n'ont été qu'une simple mise en scène pour le public de Washington. Et ce pour un seul spectateur, tout en cherchant à gagner du temps. La logique des Russes est que vous devez accepter leur position pendant les négociations. C'est ça pour eux, les négociations. Aucune autre option n'est acceptée, sauf une seule. Quand, pendant les pourparlers, vous leur montrez le poing, vous les frappez à la tête. Et c'est alors que des changements positifs surviennent dans leur attitude. Aujourd'hui, des changements positifs se produisent chaque jour, chaque nuit. Je pense que cela finira par faire bouger Ushakov, son patron, et tout ce qui bouge encore en Russie. Je pense que les négociations finiront par commencer, mais sous d'autres conditions et dans d'autres circonstances. La veille, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale d'Ukraine, Rustem Umerov, s'est rendu à Miami. Il doit y rencontrer l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, qui continue de parler aux Russes, ne craint pas les drones, va à Moscou et ignore ouvertement Kiev. Witkoff, comme nous l'avons appris par les médias occidentaux, n'aime pas voyager en train. C'est une excellente excuse pour ne pas se rendre en Ukraine. C'est un homme âgé, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des courants d'air, c'est pourquoi il évite les trains. Il est clair que cela ressemble à une excuse et non à une raison réelle. Si Mahomet ne va pas à la montagne, alors la montagne nommée Umerov s'envole vers eux. Il y a aussi une deuxième raison. C'est le 9 mai et un possible geste de bonne volonté de l'Ukraine permettant à Trump de sauver la face de Poutine pour le 9 mai. En échange, on peut au moins essayer de négocier quelque chose. Il est possible que le Premier ministre slovaque soutienne la voie des négociations par sa visite. Pour aller à Moscou le 9 mai, il a survolé la Tchéquie, l'Allemagne, la Suède et la Finlande pendant près de 4 heures. Les analystes n'excluent pas que Robert ait décidé de ne pas répéter les erreurs de Victor et l'UE y a vu une chance de proposer à Poutine de s'arrêter là. Pendant ce temps, à l'Est, un fou s'adonne à la folie de la victoire. À l'Ouest, des chefs religieux MAGA consacrent une statue dorée de Trump dans son club de golf en Floride. Le président américain a participé par téléphone, a remercié l'assistance et a loué l'aspect du monument à sa propre gloire. Bonjour à tous, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être présent aujourd'hui, Pune, plus important encore, pour ce que vous avez accompli. La statue est magnifique. Je l'ai vue ce week-end, lors de notre grand tournoi de golf professionnel. Pendant ce temps, l'Ukraine crée un système de défense aérienne d'une efficacité sans précédent. Désormais, le ciel du pays est protégé par un véritable avion forteresse, doté des dernières technologies anti-drones. Vieille menace, mais nouvelle solution. L'Ukraine ne cesse de chercher des ressources pour détruire les Shahed. Et il faut dire que c'est avec succès. Sur le côté du fuselage est installée cette mitrailleuse américaine. Elle peut tirer jusqu'à 3000 coups par minute et élimine complètement les drones, un par un, avec une précision remarquable. Des journalistes occidentaux ont vu une équipe unique de destruction de drones ennemis.
un groupe de passionnés a rééquipé un Antonov 28 soviétique qui, avant la guerre, servait pour le parachutisme sportif. Mais aujourd'hui, il défend le ciel ukrainien. Le directeur de l'école de parachutisme raconte: au début de l'invasion à grande échelle, il a perdu son fils, mais il n'a pas pu rejoindre l'armée à cause de son âge. L'homme a décidé de ne pas rester sans rien faire. Je suis allé au quartier général de l'armée de l'air. Ils disent « Tu es déjà vieux ». Et je leur réponds « Si vous ne me prenez pas, je vais créer ma propre armée ». L'équipage fait désormais partie intégrante de l'armée de l'air ukrainienne. Les volontaires reçoivent d'eux les coordonnées et les missions de vol. Depuis l'an dernier, ils assurent une garde permanente près de leur avion. Et les marques sur le fuselage montrent qu'ils ont déjà abattu plus de 200 drones. Mais notre défense aérienne se renforce aussi par d'autres moyens, grâce à des solutions fondamentalement nouvelles, comme par exemple les armes laser, qui équipent déjà certains groupes de défense antiaérienne. Il ne s'agit pas d'armes fournies par nos partenaires occidentaux, mais d'un développement du complexe militaire ukrainien nommé Trizub, qui, soit dit en passant, surpasse par ses paramètres les modèles britanniques ainsi que les modèles israéliens d'armement similaires. Le laser de combat ukrainien peut abattre des cibles aérodynamiques à une altitude de plus de 2 km. Ce sont des caractéristiques tactiques et techniques sérieuses. Le fait est que, pour son homologue américain, disons, la portée efficace est d'environ 1,6 km, ainsi quand la partie ukrainienne annonce ses caractéristiques, à savoir une portée de destruction de 2 km, on peut dire que c'est une percée majeure pour l'industrie ukrainienne dans le développement de moyens de destruction innovants. Le journal Militarny écrit que l'installation subit ses derniers tests avant sa présentation officielle. C'est pour cela qu'elle est testée au combat. Et ce développement montre des résultats impressionnants. Le système gère facilement les appareils de reconnaissance à une distance d'environ 1,5 km. Pour les drones FPV populaires sur le front, la zone de frappe efficace est d'environ 800 à 900 mètres. Les concepteurs affirment que ce n'est pas la limite. Comme l'expliquent les experts, le facteur clé de la portée et de la puissance d'un laser est sa source d'énergie. Le potentiel de modernisation est donc pratiquement illimité. Apparemment, la puissance du laser dépasse les 50 kW. Car, je le souligne, avec une portée efficace annoncée pour le laser américain d'1,6 km, sa puissance est d'environ 50 kW. De plus, il convient également de noter qu'un laser de combat similaire a été développé par les Britanniques. La portée du laser de combat britannique est similaire. Elle peut atteindre jusqu'à 2 km, mais sa puissance atteint 55 kW. Si les concepteurs ukrainiens parviennent à mettre au point le mécanisme, avec l'augmentation de la puissance du canon laser, il pourra abattre, et bien plus que de simples drones. Très probablement, ces dispositifs serviront tout d'abord principalement à l'interception de ces mêmes drones. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra alors parler d'une utilisation possible contre des missiles ou des bombes guidées, mais il est certain que cela prendra encore du temps. Aujourd'hui, l'effort principal vise à rendre la version actuelle du Trizub aussi maniable que possible. Cela permettra de le déployer rapidement sur des axes difficiles, une solution idéale pour couvrir les positions militaires. Le légendaire régiment Azov a annoncé son retour à Marioupol. Pour la première fois depuis le début de la guerre totale, ces soldats filment leur ville natale et frappent des cibles occupantes. Détails et images exclusives à suivre dans ce reportage. Azov retourne à Marioupol, mais pour l'instant seulement sous forme de drones de reconnaissance et d'attaque. Mais l'essentiel est ailleurs. Les drones ukrainiens pénètrent déjà là où les occupants se croyaient autrefois en sécurité. Au-delà du militaire, cela a une portée politique. Nous signifions clairement que Marioupol n'est plus un territoire russe inscrit dans la constitution de l'occupant, mais une ville ukrainienne temporairement occupée.
Par conséquent, l'Ukraine envisage de reprendre les territoires occupés, principalement par la voie militaire. Qu'est-ce que cela signifie? Que la Russie ne peut plus assurer sa propre sécurité, même à l'arrière du front? De plus, la pénurie de systèmes de défense antiaérienne n'est pas tant un problème de l'industrie de l'armement russe que les peurs du dictateur russe exploitées avec succès par le renseignement ukrainien. À l'heure actuelle, presque tous les systèmes de défense antiaérienne ont été redéployés vers Moscou et sa région. Et, si je comprends bien, pas de façon temporaire, mais sur une base permanente. Azov affirme que ses pilotes patrouillent les routes jusqu'à 160 km derrière la ligne de front. Dans leur viseur, Mariupol, Donetsk et la logistique de l'armée russe. C'est précisément ce qui entrave sérieusement, dans la situation actuelle, la capacité de l'armée russe, notamment en ce qui concerne ses ressources et ses capacités logistiques, à redéployer efficacement ses réserves opérationnelles pour la suite de l'offensive militaire contre les forces de défense ukrainiennes. Le contrôle essentiel de la logistique arrière réduit considérablement les capacités des unités russes lors des rotations, de l'approvisionnement en munitions et en carburant, ainsi que pour l'évacuation des blessés. Pour la Russie, Mariupol n'est pas qu'une ville occupée, c'est un nœud stratégique. C'est pourquoi toute frappe ukrainienne et le contrôle de cet axe sont extrêmement douloureux pour Moscou. Toute la logistique des troupes d'occupation russes pour le transfert des réserves passe donc par cette ville portuaire. Cela permet aux Russes de transférer rapidement des blindés, du personnel, du carburant et des munitions. Auparavant, des drones ukrainiens ont déjà frappé des sites énergétiques et militaires des occupants à Mariupol. Des sous-stations, des entrepôts et des points logistiques russes ont été visés. On a la première. Et il ne s'agit plus seulement de cette ville occupée. Les Russes considéraient aussi Donetsk comme une zone de l'arrière. Filme. Oh, attends, filme s'il te plaît. Azov avait déjà affirmé que les drones ukrainiens contrôlaient de fait les routes logistiques russes autour de Donetsk. Les vols de drones ukrainiens sur Donetsk et les frappes sur Mariupol se font hors de portée de la défense anti-aérienne russe. Cela montre clairement que la logistique des troupes d'occupation est désormais sous le feu ukrainien à des centaines de kilomètres de profondeur. Mais la portée des frappes va s'accroître, ce qui change déjà la logique même de la guerre. Si la Russie utilisait jadis les villes occupées comme des bases arrières considérées comme sûres, aujourd'hui, la situation a évolué. Désormais, tout convoi ou entrepôt, qu'il soit en déplacement ou non, peut être détruit à tout moment, même en plein mouvement. C'est la tactique du saut de grenouille, c'est-à-dire, par conséquent, une préparation par étapes des opérations offensives. D'abord, on prend sous contrôle de tir la logistique des occupants, puis on frappe les postes de commandement et les points de déploiement temporaire ou permanent du personnel, et ensuite on passe directement à la conduite des opérations de contre-offensive. Azov est déjà de retour à Mariupol. Pour l'instant via les drones et des frappes sur la logistique russe. Mais pour le Kremlin, le problème est ailleurs. La ligne de front s'efface peu à peu et les villes que Moscou croyait être à l'arrière deviennent des zones où la Russie ne se sent plus maître. C'est tout pour les infos de cette heure, mais je ne vous quitte pas. Nous travaillons déjà pour vous parler des événements mondiaux les plus importants et bien sûr de ce qui se passe au-delà des frontières de la civilisation. Merci de rester avec nous. Soutenez cette vidéo avec un j'aime et un commentaire. À bientôt.